Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est dédiée à la gestion de projet et plus particulièrement au suivi du projet. Et on va aller le voir dans le détail, les actions, risques et évolutions du projet. Donc nous avons vu différents types de réunions de suivi. Rappelez-vous, lors de la vidéo réunion de lancement, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, et donc là, on va aborder celle qui me semble la plus courante, celle qu'un chef de projet doit savoir mener, à savoir le comité de suivi projet et le document qui l'accompagne, ainsi que son formalisme. Je vous l'ai indiqué, mais vous le savez déjà, certaines entreprises ont des outils spécifiques. Celui que je vous propose là me semble très accessible, il se base sur Excel, et terriblement efficace pour des petits ou des projets plus importants. Là encore, on le verra, tous les onglets ne sont pas forcément nécessaires en fonction de la taille de votre projet. Et surtout, ce document, c'est le vôtre. N'hésitez pas à le customiser en fonction du projet que vous menez. Et j'aime à le rappeler, ce sont des éléments qui sont basés sur mon expérience et c'est donc un avis subjectif. Passons à présent à l'agenda. Vous le voyez, deux chapitres. Le premier, pour remettre le suivi de projet dans son contexte. Le suivi de projet, c'est quoi? Pourquoi on en a besoin? Et ensuite, nous passerons à l'analyse, à la revue des différents onglets ensemble. Passons dès à présent au suivi projet. Très bien. Donc, le suivi du projet. Déjà, rappelons-nous, un projet, c'est quoi? C'est la réponse à un objectif, c'est la réponse à un enjeu. Et donc, il est extrêmement important de s'assurer que les tâches se déroulent conformément à cet objectif qui a été fixé et au planning associé. Ça permet également de lister les prochaines actions à venir et donc suivre qui est responsable de cette action. Et c'est vraiment important d'avoir ce suivi d'une part en tête, mais aussi de le partager avec le client, avec son partenaire. Ça aura un bénéfice très important, c'est de s'accorder sur les prochaines actions, mais également d'aller dans le même sens. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Sous quel format peut-on suivre un projet? Moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est d'avoir au minimum une fois par semaine une revue avec votre client ou votre partenaire et de mettre à jour ce fichier de suivi. L'idée étant d'avoir à J+2 une validation du client. Ensuite, sous le format, une réunion physique, c'est bien sûr mieux, mais la réunion téléphonique est tout à fait envisageable. Qui plus est, aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques qui nous permettent de nous rapprocher indirectement grâce à la visioconférence, par exemple. Et le dernier point qui me semblait important de noter, c'est que il faut réunir bien sûr le chef de projet client et ou partenaire avec la présence de collaborateurs au besoin en fonction de certains sujets qui pourraient être abordés. Même si la réunion de suivi ne doit pas être technique, il peut y avoir des éléments critiques qui sont liés à la technique et donc il est important d'avoir les bonnes personnes. Et comme je vous le disais en introduction, certaines entreprises vont avoir un logiciel bien spécifique. Moi, ce que je vous propose ici, c'est un document Excel. Et vous allez voir, ce document, il peut tout à fait faire le job. Très bien. Passons à présent à la présentation du document et des onglets qu'il compose. Donc, voici le fichier de suivi au format Excel, comme je vous l'ai dit, constitué de 5 onglets. Pour moi, l'onglet essentiel, le plus important, vous l'appelez comme vous voulez, c'est Action. C'est là, on va le voir ensemble, vous avez les différentes actions de suivi du projet. Pourquoi je dis que c'est le plus important? Parce qu'en fonction aussi de la taille de votre projet, mais également du temps que vous avez à y consacrer, c'est vraiment cet onglet qu'il faut absolument avoir. Ok, commençons par contact du projet. Lors de la présentation donc dans la vidéo réunion de lancement, on avait récupéré les contacts du projet, remettez-les ici et faites-les vivre à cet endroit-là. Je ne vais pas rappeler l'importance d'avoir les contacts des uns et des autres, mais moi ce que je vous propose, c'est de l'intégrer euh, à ce document de suivi. Passons à présent à l'onglet Action, donc comme je vous le dis, hein, qui est à mon sens le plus important. Comment est-il constitué? Bon, déjà, vous allez indiquer le numéro de la tâche. C'est important de pouvoir rapidement savoir de quelle tâche on parle. Ensuite, le topic.
En fait, le topic, c'est ni plus ni moins si vous avez plusieurs casquettes. Vous pouvez être chef de projet technique, mais aussi chef de projet accompagnement, par exemple, au changement. Et donc, c'est important de pouvoir avoir cette segmentation parce que déjà, vos interlocuteurs, il est possible que ce ne soient pas les mêmes, mais vous, au moins, vous avez un fichier dans lequel vous avez l'ensemble des actions et vous pourrez faire un filtre très facilement pour ne pas être perdu dans le document ou si vous avez à le présenter à une personne bien spécifique dont la transition par exemple ne l'intéresse pas, vous pourrez faire le filtre sans aucun problème. Ensuite, mettez des phases. Vous le savez, le projet est constitué de différentes phases. Ici, reprenez-les. Au moins, on sait de quelle partie on parle. C'est important, c'est plus facile aussi pour s'y retrouver parce que là, dans l'exemple que je vous montre, il y a 2 tâches. Sur un fichier de suivi, sur des projets, vous pouvez vite arriver à une cinquantaine de tâches. Ensuite, l'action. Ce que je vous propose, c'est de mettre une sorte de titre principal à l'action et semaine par semaine de faire, voilà, de montrer les évolutions de l'action. On va y revenir dans les exemples. La priorité, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir 3 niveaux de priorité, P1, P2, P3, P1 étant le niveau le plus important. Mais qu'est-ce que ça veut dire P1? Eh bien, à mon sens, c'est qu'il y a un jalon qui va arriver d'ici 2 semaines, vous êtes sur le chemin critique. Pour moi, on est sur une action qui est dans le P1 sur laquelle il faut absolument mettre de l'énergie si on ne veut pas avoir un décalage planning. Ensuite, vous mettez qui est en charge, qui est le owner, qui est le responsable de l'action. Par un trigramme, c'est plus rapide. Ensuite, la compagnie qui est en charge de l'action, donc ça aussi, hein, ça peut évoluer puisque en fonction euh, du moment de l'action, il est possible que ce soit le client ou le partenaire, ou voire les deux. La date à laquelle la requête a été identifiée, ensuite la date à laquelle on souhaite la réaliser, donc le jalon, et bien sûr la date de mise à jour, parce qu'il est possible qu'il y ait une mise à jour de la date que je vous ai citée précédemment, et le statut. Est-ce que la tâche est terminée, en cours, non commencée ou nouveau? Là encore, on va pouvoir filtrer facilement les différentes tâches par exemple qui sont à hoc. Pour les laisser de côté, on aura l'historique, mais au moins on se concentrera sur celles qui sont in progress et la date de clôture bien évidemment. Ok, donc je vous disais, bon, on va prendre les 2 exemples que j'ai pris ici. Le HLD, donc c'est le fameux document de design générique, donc sur lequel voilà, on fait apparaître le 1er mars, nous avions eu l'atelier de définition des chapitres et du contenu, plus expédition du compte-rendu. C'est important de noter les actions qui ont eu lieu. Ensuite, au 7 mars 2018, on a eu le compte-rendu qui a été validé après modification du chapitre A, section 1. Là, encore une fois, on fait apparaître la mise à jour. Et enfin, au 14 mars, dernière action en date, on a fait la rédaction en V0, enfin pardon, la rédaction en V01 est en cours, la date cible, on se le rappelle, c'est le 18. D'ailleurs, on voit qu'ici, on n'a pas forcément mis à jour cette date-là, donc il faudrait pour bien faire mettre le 18 mars pour être sur la bonne date et organisation d'une réunion à prévoir pour la lecture du document. Là, on sait très facilement que la prochaine action, c'est organisation d'une réunion à prévoir pour relecture du document. Ok, passons à l'exemple suivant, donc, qui est la création des trames de formation, appelée storyboard. Au 1er mars, on s'était dit que l'atelier de définition des chapitres et du contenu a été réalisé et on a expédié le compte-rendu. Ensuite, au 7 mars, le compte-rendu a été validé, l'atelier montre des souhaits des utilisateurs qui ne sont pas dans le périmètre du projet, le client a demandé d'analyser l'impact de ces demandes jugées indispensables. Ok, donc là, on a tagué et identifié un besoin supplémentaire sur le projet. Donc au-delà de l'identifier ici, il faudra le faire apparaître dans l'onglet évolution. Mais encore une fois, là, on a l'historique. Et la dernière action, c'est l'analyse restituée le 9-03. La décision a été de réaliser la prestation, mais l'impact planning jugé trop important. Ok, donc l'évolution sera livrée après le déploiement de la solution. Planification de la création des trames de formation en cours. Là encore, on a une fois encore, on a identifié la prochaine action. Et donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs intérêts. Déjà, admettons que vous changez de poste, que votre interlocuteur change de poste ou n'est plus disponible. Vous avez la possibilité de récupérer ce projet dans de bonnes conditions, avec l'historique de ce qui s'est passé et des prochaines actions à venir. Ça permet également de préparer le terrain en cas d'escalade. Là, on peut le voir, bon, on a des actions assez basiques. On voit qu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui
demanderait une escalade. Par contre, si on reprend l'exemple des trames de formation, où le client dit par exemple, bah non, je veux pas que ce soit vu comme un complément, ça fait partie de votre projet, etc. Là, déjà, il y aura des discussions à avoir et on pourrait ensuite le remonter hein, dans le processus d'escalade que j'ai décrit dans la vidéo de réunion de lancement, par exemple, ou encore le client donc, fait une demande et puis le partenaire dit bah non, c'est pas chez moi, j'ai pas envie d'en entendre parler, vous vous débrouillez. Là encore, on a un souhait d'être accompagné, c'est pour ça qu'on a sélectionné ce partenaire. On attend qu'il aille au-delà de ce qu'on lui a demandé, pas gratuitement, c'est pas le problème, mais qu'il nous accompagne jusqu'au bout du projet. Et vous l'avez compris, c'est ce que je disais aussi en introduction, ça permet de mettre l'énergie, si j'ose dire, au bon endroit, que tout le monde aille dans le même sens, puisque on sait tous qu'on a un objectif à atteindre, et donc ces actions qui sont identifiées ici et priorisées, on sait que c'est clairement celle-ci qu'il faut mettre en avant parce que par rapport au planning, c'est vraiment cette tâche qu'il faut réaliser. Et pour le chef de projet, qui est côté partenaire au côté client final, ça permet aussi de s'organiser, puisque ici, vous avez votre liste des tâches à mener et avec les priorités, vous savez laquelle positionner dans votre agenda en priorité. Nous venons de faire le tour de l'onglet Action. Passons à présent à l'onglet Livrables. Ce dernier, je vous propose de lister l'ensemble des livrables de votre projet. Alors, il peut être vu comme facultatif parce que finalement, dans les actions, vous allez retrouver la notion de livrable, mais il y a comme une distinction importante à avoir, c'est que dans l'action, vous allez suivre effectivement semaine par semaine les différentes évolutions de l'action liée au livrable, alors qu'ici, finalement, vous allez mettre un statut beaucoup plus high level. Et donc, si vous avez besoin de donner un statut lors d'un comité de pilotage, par exemple, des éléments livrables, ce sera beaucoup plus simple de retrouver la matière que d'aller dans l'onglet Action. Et donc ici, classiquement, vous allez retrouver le numéro de votre ligne, le type, si vous êtes amené à travailler sur plusieurs streams, donc technique et transition, hein, pour reprendre l'exemple précédent, le nom du livrable, la date de delivery, donc de livraison euh, que vous avez prévue, l'historique, la date de delivery effective, donc de validation, le statut du livrable et la date de clôture. Vous allez avoir les différents éléments qui vous permettent de suivre l'évolution du livrable. Un élément important aussi qui est à noter, c'est que peut-être qu'à un moment donné, votre livrable va être à statut HOC, puis vous allez avoir une évolution qui va arriver un peu plus tard dans votre projet qui va vous demander de réouvrir ce point. C'est aussi un élément important puisque ça vous permettra, encore une fois, d'avoir un suivi de l'historique. Ok, à présent, je vous propose de passer à l'onglet suivant, à savoir l'onglet risque. Donc déjà, avant d'aborder la partie haute du suivi, je vous propose la matrice suivante. Alors, je ne l'ai pas inventée, hein, vous la trouverez sur Internet, sur laquelle vous allez, en fonction de la probabilité du risque et de son impact, avoir un indice de 1 à 4. 1 étant le niveau le plus important, dit inacceptable. Ensuite, critique, significatif et acceptable. Donc vous voyez bien que pour un risque majeur, avec un impact majeur et une probabilité très forte, vous tombez dans l'inacceptable. Bon, je ne vais pas vous faire toute la matrice, vous avez compris le principe. Là, alors pour le coup, c'est une interprétation de ma part, euh, c'est à vous de voir, très clairement. Est-ce que vous jugez que vous êtes dans le significatif ou dans l'acceptable lorsque la probabilité est très faible, pardon, mais l'impact est grave? Là, je vous laisse juger. Ok, et donc c'est sur cette matrice finalement que l'on va s'appuyer. Donc, très classiquement, vous mettez le numéro du risque, le type de risque, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est external, est-ce qu'il est financier. Il y a d'autres catégories qui existent, hein. Je vous laisse après ajouter celle qui correspond à votre projet. Donc, vous nommez le risque, sa probabilité, l'impact, la gravité qui est déduite de ces deux éléments, sur la nature de l'impact, donc délai, qualité, coût, les actions menées pour réduire le risque, donc c'est pareil, hein, que vous pouvez suivre de mois en mois par exemple, la date d'identification du risque, le statut, qui est là en cours de traitement, et la date de clôture. Alors, pour le statut, bien sûr, vous pouvez avoir à évaluer, c'est un nouveau risque, il vient d'atterrir,
il faut l'évaluer. Il est en observation, donc vous avez mené des actions. Un moyen de contournement a été trouvé, il est en cours de traitement ou il s'est révélé. C'est-à-dire que vous ayez ou pas mené une action, le risque s'est révélé. Ok, donc j'ai repris ici en fait les deux risques que vous voyez apparaître dans le meeting réunion de lancement. Donc le premier étant que la plateforme n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis 6 mois et donc il est possible que des bugs soient rencontrés lors de l'installation, activation des nouvelles fonctionnalités. Donc, la conséquence sera la non mise à disposition des fonctionnalités et donc un retard planning. Très bien. Ce qu'on se dit, c'est que la probabilité que ça arrive, si on repart sur notre matrice, c'est 2. Donc 2, c'est fort. Et l'impact, lui, il est signifié comme étant majeur. Donc on est sur quelque chose d'inacceptable. Le principal impact, c'est sur les délais. Donc à la réunion du 10-01, on avait proposé 3 solutions. Monter une plateforme de pré-production à une deadline donnée, ce qui permet finalement de réatterrir sur une gravité de 3. Donc 3, je le rappelle, c'est significatif. Donc on descend quand même de 2 degrés le niveau de gravité. Mettre à jour la plateforme de production. Donc là, on descend sur une échelle de gravité de 2. Ou avancer la date de mise à jour en production de 2 semaines. On redescend encore une fois la date à 2. Donc ce qui est important ici, c'est, ok, vous notez les propositions, la deadline à laquelle il faut prendre la décision, parce qu'on va le voir, elles peuvent se périmer, parce que lui, le projet va continuer à avancer, et finalement, l'impact que ça va avoir sur votre risque. C'est-à-dire, est-ce que le fait de mener l'action, ça va réellement nous réduire le risque? Parce que c'est bien ça le but. Donc au 10,02, pas de prise de décision. Donc là, par exemple, c'est ce que je vous disais, l'option 3, elle n'est plus d'actualité. Donc on a le choix uniquement entre l'option 1 et l'option 2. Passons à présent au risque suivant. Alors rappelons-nous, étant donné qu'une compétence rare et stratégique dans ce projet a été identifiée sur un seul profil, et en plus ce profil n'est pas affecté à 100% sur le projet. Donc lors de la réunion de lancement, on avait vu que ce risque finalement il était un peu double, parce que vous aviez un seul profil qui a les compétences, et en plus de ça, il n'est pas à 100% sur le projet. Donc la conséquence, c'est qu'il est possible que nous ayons des difficultés pour organiser les phases du projet avec un risque sur les jalons et donc le décalage du projet. Ok, une information qu'on n'avait pas en réunion de lancement et qu'on a eu entre temps, c'est que finalement, bah, on pouvait tout à fait avoir un décalage d'un mois après la date jalon du projet. Donc finalement, l'impact, là où en réunion de lancement on aurait pu dire qu'il est majeur, pas tant que ça. Du moins si on le regarde sur un aspect purement planning. Maintenant, le client, lui, ce qu'il nous a donné comme information suite à la réunion de lancement, c'est qu'il avait identifié ce risque et qu'il y a un recrutement qui est en attente de confirmation. Et donc on se dit que si à telle date, si j'ai mis des X parce que j'avais pas de date d'exemple en tête, on a la confirmation que le recrutement se fera bien, alors finalement on va réduire le risque. Et c'est ce qui se passe au 10-02. On a la confirmation. Donc ça veut dire que la probabilité que cet élément vienne perturber le projet devient faible, puisque là, on va avoir une seconde personne qui va avoir été formée, et donc, voilà, on a du coup cette capacité à réduire ce risque. Ensuite, en termes d'impact, ça reste la même chose. On était déjà à faible parce que finalement, c'est pas une fonctionnalité qui va être attendue à la date de jalon qu'on avait fixée. Donc là, ça ne change rien. Par contre, le fait d'avoir mis une probabilité à faible, d'après la matrice, forcément, on arrive à descendre d'un cran la gravité. Et donc finalement, c'est bien le fait d'avoir mené une action qui permet de réduire le risque. Attention, réduire le risque ne veut pas dire que il est complètement annulé. Même si la probabilité est faible, il peut très bien se révéler. Donc, je vous ai pris les deux fameux exemples qu'on avait vus en réunion de lancement. Vous pouvez en imaginer beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est important de faire ces revues de risque. Peut-être pas toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines, ça va dépendre de votre projet. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est bien évidemment de contrer ces éventuels risques, ou si on n'arrive pas à les contrer, de les réduire.
Passons à présent à l'onglet Évolution. Alors, cet onglet, il peut prêter à polémique. Je m'explique. Que ce soit côté client ou côté partenaire, le but ici, c'est de montrer à un moment donné, dans le projet, qu'il y a eu un débordement du périmètre, une évolution qui a été demandée ou qui a été induite, une évolution peut-être de la plateforme. Si on reprend le fameux atelier qu'on a vu dans les actions où les utilisateurs ont demandé une évolution qui était indispensable, c'est bien ici qu'il faudrait le faire apparaître. Donc, prenons ce document, donc on fait apparaître la date de demande de l'évolution, est-ce qu'il y a un livrable qui est impacté par cette évolution, le détail, on en dit un petit peu plus avec peut-être des commentaires, le nombre de jours complémentaires que ça va demander, de façon très macro en indiquant sur quoi les actions vont porter, l'impact, que ce soit sur le planning, donc est-ce que du coup ça impacte le planning mais aussi un jalon fort, l'impact financier, et est-ce que le change a été euh, avéré, sous-entendu, est-ce qu'il y a eu besoin de passer par une facturation complémentaire? Parce que le but ici, c'est pas de facturer votre client, mais plutôt de montrer qu'il y a eu des évolutions. En fait, on va le voir, on pourra s'en servir de deux façons. Soit on est au début du projet et il me semble peu opportun d'aller voir le client en disant ça y est, vous êtes allé un cran à droite, nous on n'a aucune flexibilité donc vous allez devoir payer. Ou alors dire ok, vous êtes allé un cran à droite par rapport à l'ampleur du projet et à la demande d'évolution que vous nous demandez, on va pouvoir la gérer entre guillemets gratuitement, mais voilà ce que ça veut dire pour nous. Comme ça, le client est bien au courant. Et si ça doit se reproduire, et bien à ce moment-là, on aura la capacité à dire, écoutez, on a pu absorber la première évolution, mais là, la seconde, on n'est pas dans la capacité de le faire. Donc, soit vous nous passez une commande complémentaire, et c'est nous qui réalisons, soit vous avez la capacité à faire, et à ce moment-là, on s'en remet à vous. Voilà, vous voyez, du coup, dans la démarche, c'est beaucoup plus facile d'apporter des éléments comme ça. Donc, c'est autant d'arguments pour finalement réussir à trouver des arrangements. Et si on prend le premier changement, le client a commandé la moitié des licences, mais pour votre information, si on prend cet exemple, normalement, il faudrait commander, admettons, 200 000 licences. Le client n'en a commandé que 100 000. Problème, normalement, le logiciel, si vous n'avez pas toutes vos licences qui sont commandées en une seule fois, ça ne fonctionne pas. Il n'empêche qu'une solution provisoire a été trouvée par PAC, donc le partenaire, et validée par Zen, permettant de déployer la moitié des utilisateurs. Donc, jalon de commande des licences dépassées, donc il fallait bien qu'on trouve une solution, sinon on ne pouvait rien déployer, et PAC a donc trouvé une solution pour ne pas bloquer le déploiement. Bon, après un nombre de jours, j'ai indiqué 10, ça n'a pas eu d'impact sur le planning. Par contre, on a dépriorisé une action du fichier de suivi. Là, c'est aussi l'occasion de le dire. C'est, vous nous avez demandé un effort, bon, on l'a fait, par contre, voilà, on s'est mis d'accord aussi pour se dire que on ne pouvait pas traiter cette tâche. C'est aussi la possibilité de se donner de l'oxygène quand il y en a besoin. Donc, est-ce que ça impacte les gens? Non. Financièrement, ça coûte tant. Maintenant, est-ce qu'on vous l'a fait payer, monsieur le client? Non. Passons à l'exemple suivant. Donc là, c'est des tests qui ont été menés à hauteur de 40%. Et puis finalement, à 40%, le client il a dit ok, c'est super, mais on a besoin de changer de version de téléphone. Désolé, on ne l'avait pas anticipé. euh, il faut que vous refassiez vos tests. En creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement, là je mets des guillemets, 20% des tests à refaire. Ça dépend bien sûr de la quantité de tests. Donc, on a chiffré que l'impact c'était une vingtaine de jours, que nous allions avoir un décalage planning, et du coup on l'a validé avec le client il y a 3 semaines sur lesquelles on ne pouvait pas rattraper le coup. Est-ce que ça impactait les jalons? Oui, l'impact financier de temps, et là pour le coup, on n'avait pas la capacité d'absorber. Et donc il y a eu un change qui a été passé. Nous sommes arrivés au bout de ce fichier de suivi. Vous l'avez vu, c'est pas très compliqué finalement d'avoir un fichier de suivi. Vous voyez, c'est un document Excel avec un peu de mise en forme, mais il n'y a rien de sorcier. Il faut une grande rigueur, mais si vous avez des points hebdomadaires avec votre client, cette rigueur, ça va devenir quelque chose de naturel. Ce que je vous conseille, c'est tout de même de préparer une demi-heure, 1 heure avant la réunion, peut-être avec certains de vos collaborateurs pour alimenter le document, pour que ce soit plus fluide et que du coup vous gagnez du temps aussi sur le meeting.
Nous arrivons à présent à la conclusion de ce fichier de suivi de projet. Vous l'aurez compris, c'est un document qui est indispensable pour le partenaire comme pour le client. Il permet avant toute chose de suivre les actions, de savoir où mettre l'énergie pour atteindre l'objectif fixé. Et c'est très structurant. En plus de ça, si vous tombez malade, qu'il y a besoin de vous remplacer pour une raison X ou Y, il y aura également un historique. C'est donc un facilitateur dans le sens où, pour reprendre le projet, vous aurez toutes les informations. Mais c'est également le moyen de préparer des escalades, puisqu'avec l'historique que vous avez noté, les éventuels warnings que vous avez remontés, vous avez toute la matière pour faire ça de façon factuelle. Et ça, c'est vraiment important. Je le répète, le fait d'être factuel évite de rentrer dans l'émotion. Et en plus de ça, vous avez construit naturellement une to-do list, certes qui est mise à jour toutes les semaines, mais qui est en plus argumentée par le niveau de priorité, entre autres. Donc vous l'aurez compris, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment un document qu'il faut avoir et qu'il faut suivre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous revoir prochainement pour un nouveau sujet, toujours autour de la gestion de projet. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci à tous et bonne journée.